Salut à tous les passionnés. Imaginez la scène. Vous arrivez au bord de l'eau. Le soleil se lève à peine. Vous marchez sur la pointe des pieds, vous fermez la portière de votre voiture avec une infinie précaution. Et vous chuchotez à votre pote pour ne pas faire de bruit. On l'a tous fait, n'est-ce pas? Et si je vous disais que tout ce cinéma ne sert peut-être à rien? Pire, que c'est peut-être cette obsession du silence qui vous fait rentrer bredouille? Dans cette vidéo, on va s'attaquer à un dogme, une règle sacrée de la pêche. Le silence. Je vais vous montrer pourquoi un peu de bruit, bien contrôlé, peut être l'arme secrète qui va transformer une journée calme en un véritable festival de touches. Je vous promets qu'à la fin, vous ne regarderez plus jamais un popper de la même façon. Alors, sacrilège ou révélation? Dites-moi dès maintenant dans les commentaires si pour vous, le silence au bord de l'eau c'est sacré ou si vous avez déjà des doutes. Cette idée que le silence est d'or à la pêche, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient de nos anciens, de nos pères, de nos grands-pères. C'est du bon sens, en apparence. Ne fais pas peur aux poissons. Sois discret, fonds-toi dans le décor. C'est l'image d'Épinal du pêcheur. Patient, immobile, silencieux. Et pendant des années, on a tous suivi cette règle à la lettre. On a pesté contre le promeneur bruyant, contre le bateau qui passe trop près. Et soyons clairs, il y a une part de vérité là-dedans. Faire tomber sa caisse de matériel sur un ponton en bois, ça, c'est clairement une mauvaise idée. Mais on a tout mis dans le même sac. On a confondu le bruit qui alerte avec le bruit qui intrigue. On a oublié que le poisson ne vit pas dans un monde de silence. Aujourd'hui, on va faire le tri. On va séparer le vacarme qui fait fuir du signal qui déclenche l'attaque. Commençons par déconstruire une idée reçue. L'eau n'est pas un monde silencieux. Bien au contraire. Imaginez-vous être un poisson. Vous entendez constamment le clapotis de l'eau, le vent qui fait bouger les herbiers, les autres poissons qui se déplacent, qui fouillent le fond, les écrevisses qui grattent les cailloux. C'est un environnement sonore riche et permanent. Les poissons sont parfaitement habitués à cet univers vibrant. Ils y sont nés, ils y vivent et ils y chassent. Le silence total, absolu, n'est pas naturel pour eux. C'est même une anomalie. Un silence de mort, comme on dit, peut être interprété par un carnassier comme un signe qu'il n'y a aucune vie dans le secteur. Pourquoi resterait-il dans une zone où il n'y a a priori rien à manger? C'est le premier point fondamental à comprendre. Notre quête humaine du silence ne correspond absolument pas à la réalité sensorielle du poisson. On plaque nos propres peurs et nos propres perceptions sur un monde qui fonctionne différemment. Cette notion nous amène directement à la perception du poisson. Un carnassier, c'est avant tout un chasseur opportuniste. Ses sens sont constamment en alerte pour détecter une chose principale, une proie facile. Et une proie, ça fait du bruit, ça bouge, ça panique, ça nage de manière erratique. Un petit poisson blessé qui bat de la nageoire, c'est une vibration. Une écrevisse qui se déplace, c'est un petit cliquetis. C'est une signature sonore, une information cruciale qui dit au brochet ou à la perche: ici, il y a un repas potentiel. En vous efforçant d'être totalement silencieux, en posant votre leurre dans l'eau avec la délicatesse d'une plume, vous envoyez un message complètement inverse. Vous envoyez le message d'une chose inerte, sans vie, qui ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie pour l'attaquer. C'est un peu comme si un lion voyait un caillou tomber à côté de lui. Il ne va pas bondir dessus. Mais si ce caillou était une gazelle blessée qui fait du bruit, l'histoire serait bien différente. Alors, parlons de l'outil numéro 1 du poisson pour détecter ces vibrations, la fameuse ligne latérale. On en entend souvent parler, mais comprenons bien ce que c'est. Ce n'est pas une simple ligne décorative sur le flanc du poisson, c'est un organe sensoriel extraordinairement sophistiqué. C'est un système de canaux rempli d'un fluide et connecté à des cellules ciliées, des sortes de micropoils, qui détectent les moindres variations de pression et les mouvements de l'eau. C'est un peu comme si le poisson avait une oreille externe qui court tout le long de son corps. Il ne se contente pas d'entendre avec ses oreilles internes, il sent littéralement les vibrations de son environnement. Il peut ainsi localiser une proie, un obstacle ou un prédateur dans le noir complet, simplement en analysant les ondes de pression. C'est son super pouvoir. Et c'est précisément ce super pouvoir que nous, pêcheurs, devons apprendre à exploiter. Imaginez la portée de cette ligne latérale. Un brochet posté dans un herbier peut détecter les vibrations d'un gardon en difficulté à plusieurs mètres de distance, bien avant de le voir. C'est ce qui lui permet d'anticiper,
de se préparer et de lancer une attaque fulgurante. Quand votre leurre traverse son territoire, il est analysé en premier lieu par cette ligne latérale. La question qu'il se pose n'est pas « est-ce que je le vois bien ?», mais plutôt « qu'est-ce que je ressens ?» Est-ce que ce signal est cohérent avec celui d'une proie? Est-ce qu'il est faible et régulier, comme un poisson en balade? Ou est-ce qu'il est fort, erratique, comme un poisson blessé, une proie facile? Vous comprenez où je veux en venir. L'animation de votre leurre, les pauses, les accélérations, mais aussi le bruit qu'il émet, tout ça, c'est un langage. Un langage qui s'adresse directement à cet organe sensoriel. Ignorer la ligne latérale, c'est comme essayer de parler à quelqu'un en lui tournant le dos. Vous n'utilisez pas le bon canal de communication. Maintenant, il est crucial de faire la différence entre ce que j'appelle le bon bruit et le mauvais bruit. Le mauvais bruit, c'est celui dont nos grands-pères avaient raison de se méfier. C'est un bruit non aquatique, un bruit qui signale une menace venant de l'extérieur du monde de l'eau. Le bruit de pas lourds sur la berge, par exemple. Pour un poisson, la vibration transmise par le sol est très claire. C'est un gros animal qui s'approche. Et dans la nature, un gros animal près de l'eau, ça peut être un héron, un ours, un humain, bref, un danger potentiel. Le choc d'un objet métallique qui tombe dans une barque en aluminium, c'est un son aigu, strident, qui n'a rien de naturel sous l'eau. Ces bruits-là sont des alertes. Ils provoquent de la méfiance, le stress et bien souvent la fuite. C'est donc de ces bruits-là qu'il faut absolument se préserver. La discrétion dans l'approche reste donc primordiale. Le bon bruit, à l'inverse, c'est un bruit aquatique. C'est un son ou une vibration qui peut être interprétée par le poisson comme un événement normal, voire intéressant, de son milieu. L'exemple le plus simple, c'est le ploc d'un leurre qui tombe dans l'eau. Pour un jeune pêcheur, on pourrait croire que c'est un son qui fait peur. Mais pour un carnassier, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut être une grenouille qui saute, un insecte qui tombe ou un petit poisson qui vient de gober en surface. Dans tous les cas, c'est un signal de nourriture potentielle. C'est une invitation, un coup de cloche qui dit « le restaurant est ouvert ». C'est un bruit qui va attirer son attention, le mettre en alerte, mais une alerte positive. Il va se tourner vers la source du bruit, curieux de savoir ce qui se passe. Et c'est exactement ce qu'on veut, capter son attention pour pouvoir ensuite le séduire avec notre animation. Allons plus loin avec les leurres eux-mêmes. Pourquoi existe-t-il autant de leurres avec des billes à l'intérieur, les fameux rattles? Ce n'est pas pour faire joli. Ces billes, en s'entrechoquant lors de l'animation, produisent des vibrations et un son très spécifiques. Selon leur taille et leurs matériaux, verre, plastique, tungstène, elles vont émettre des sons de haute ou basse fréquence. Un son basse fréquence, grave, se propage plus loin et peut imiter un gros poisson ou une écrevisse. Un son haute fréquence, plus aigu, sera plus discret mais peut être très efficace pour imiter de petits alevins en panique. Utiliser un leurre bruiteur dans des eaux teintées ou par faible luminosité, c'est comme allumer un phare dans la nuit. Vous donnez au poisson un point de repère sonore qu'il peut suivre et attaquer, même s'il ne voit pas parfaitement votre leurre. C'est un avantage énorme. Parlons maintenant des leurres de surface. Le popper, le stickbait, ce sont les rois du bruit. Leur efficacité ne repose pas sur leur capacité à imiter la forme d'un poisson, mais sur leur capacité à imiter le bruit et l'agitation d'une chasse en surface. Le pop d'un popper simule le son d'un carnassier qui gobe une proie. Quelle meilleure façon de déclencher l'agressivité d'un concurrent que de lui faire croire qu'un autre prédateur est en train de se nourrir sur son territoire? C'est une provocation directe. Le fameux « walking the dog », cette nage en zigzag d'un stickbait, crée un sillage et des éclaboussures qui imitent une proie affolée tentant de s'échapper. On ne cherche pas à être discret, on cherche à créer le chaos, un chaos contrôlé qui va rendre les prédateurs complètement fous. C'est l'incarnation même du concept de bon bruit. Et ça ne s'arrête pas aux leurres conçus pour être bruyants. Chaque leurre a une signature vibratoire. Un crankbait qui oscille très fort, un wobbling prononcé, envoie des ondes de pression puissantes que les poissons ressentent de très loin. Une palette de chatterbait ou de spinnerbait qui tourne, elle vibre, elle flash, elle envoie des signaux sur tous les fronts, visuels et sensoriels. Même un simple leurre souple, avec une caudale de type paddle, déplace de l'eau et crée une vibration spécifique à sa vitesse de récupération. Comprendre cela,
c'est commencer à choisir ses leurres non plus seulement pour leur couleur ou leur forme, mais aussi pour le type de bruit qu'ils font. Par temps venteux, avec de la vague, un leurre qui vibre fort aura plus de chances d'être détecté qu'un leurre subtil et silencieux qui sera noyé dans le bruit de fond ambiant. On peut même créer du bruit nous-mêmes, de manière intentionnelle. Une technique, notamment en verticale ou pour la pêche du sandre, consiste à taper légèrement et de façon régulière le blanc de sa canne avec son doigt. Cette petite vibration se transmet le long de la ligne jusqu'au leurre. Ça peut paraître fou, mais ce petit toc 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 régulier peut être le détail qui va intriguer un poisson méfiant et le décider à s'approcher. Une autre astuce, c'est de faire volontairement gratter son plomb ou sa tête plombée sur le fond, sur des cailloux. Ce grattement imite le son d'une écrevisse ou d'un poisson fouisseur. C'est un signal de vie, un signal de nourriture. On ne se contente plus de subir l'environnement, on interagit avec lui pour envoyer les bons messages. C'est une pêche beaucoup plus active et réfléchie que la simple attente silencieuse. Cela remet en question une autre règle qu'on entend souvent. Il faut poser son leurre délicatement, loin de la zone où l'on pense que le poisson se trouve, pour ne pas l'effrayer. Parfois, c'est vrai. Mais parfois, c'est tout le contraire. Sur des poissons actifs et agressifs comme le brochet ou le black bass, faire atterrir son leurre juste à côté de leur cache, avec un plouf bien sonore, peut provoquer une attaque réflexe immédiate. Le poisson n'a pas le temps de réfléchir. Il voit quelque chose qui tombe sur son territoire. Il entend le bruit et son instinct de prédateur prend le dessus. C'est une intrusion et il réagit. C'est une technique à ne pas utiliser sur des poissons très éduqués ou dans des eaux très claires et calmes, mais dans beaucoup de situations, cette petite provocation est redoutablement efficace. Il faut oser briser les codes. Pensez aux conditions de pêche que beaucoup de pêcheurs détestent. Le vent, le clapot. On se dit souvent que c'est une mauvaise journée, que c'est difficile de lancer, de sentir les touches. Mais d'un point de vue sonore, c'est une excellente journée. Tout ce bruit ambiant, ce chaos en surface, a deux effets bénéfiques. Premièrement, il masque votre propre présence. Les petits bruits que vous pouvez faire sont noyés dans le bruit de fond général. Vous êtes plus discret, paradoxalement. Deuxièmement, ce chaos met les poissons en alerte. Ils sont moins méfiants, car tout bouge, tout fait du bruit. Une proie qui passe dans ce contexte est moins suspecte. C'est dans ces conditions qu'un leurre qui fait beaucoup de bruit, un gros spinnerbait, un crankbait bruiteur, va tirer son épingle du jeu et permettre de déclencher des attaques sur des poissons qui seraient restés inactifs par temps calme. Bien sûr, il faut adapter le niveau de bruit au poisson recherché et à son humeur. Le brochet est un poisson très curieux. Un bruit inhabituel va souvent l'attirer pour voir ce qu'il se passe. Il n'est pas rare de le voir suivre un leurre très bruyant sur plusieurs mètres avant de se décider. Pour lui, le bruit est souvent un déclencheur. La perche, elle, est un poisson grégaire et agressif. Le bruit d'une chasse peut attirer tout le banc, créant une véritable frénésie alimentaire. Le sandre, en revanche, est souvent plus méfiant, plus subtil. Un bruit trop violent ou agressif peut le faire fuir. Pour lui, on privilégiera des vibrations plus fines, des sons plus discrets, comme le cliquetis d'une bille en verre ou le simple déplacement d'eau d'un shad. Il n'y a pas de règle absolue, il faut expérimenter et s'adapter. Un exemple concret me vient en tête. Une session de pêche au black bass en été, par une journée très chaude et calme. Les poissons sont apathiques, collés au fond, sous les obstacles. Rien ne semble les intéresser. Les leurres finesses, silencieux, passent devant leur nez sans aucune réaction. L'instinct serait de continuer dans la finesse, de ne surtout pas les brusquer. Et pourtant, la solution a été de passer sur un gros popper, de le faire claquer très fort en surface, juste au-dessus de leur tête. Le but n'était pas de les imiter une proie, mais de les énerver, de les agresser. Après plusieurs passages bruyants, le premier poisson a fini par monter, furieux, pour attaquer cet intrus. Le bruit n'a pas été un attractant, mais un irritant. Et parfois, l'irritation, ça marche aussi pour provoquer une attaque. C'est une autre facette du bruit. Cette logique s'applique aussi à l'animation. Une récupération lente et linéaire est silencieuse, discrète. Elle peut fonctionner sur des poissons actifs qui chassent à vue. Mais si les poissons sont peu actifs, il faut les réveiller. C'est là que le twitching et le jerking entrent en jeu. Ces animations sèches et rapides, ces coups de sion,
font faire à votre leurre des écarts brutaux. Ils le désaxent, le font produire des vibrations et des flashs lumineux soudains et erratiques. C'est la signature parfaite d'un poisson en panique. Vous criez littéralement au carnassier « Mange-moi, je suis facile !» Vous ne lui laissez pas le choix. C'est une animation bruyante, non pas en termes de son, mais en termes de vibration. C'est un signal fort envoyé directement à la ligne latérale. C'est une communication active et provocatrice. Il y a aussi le silence qui suit le bruit. C'est une technique extrêmement efficace. Vous faites arriver votre leurre dans l'eau avec un plouf marqué. Cela attire l'attention. Le poisson se tourne, regarde. Et là, au lieu de commencer à récupérer tout de suite, vous laissez votre leurre immobile. 1, 2, 3 secondes de pause. C'est un moment de tension incroyable. Le prédateur est en alerte à cause du bruit, il s'attend à une fuite et rien ne se passe. Cette immobilité après le bruit est souvent interprétée comme le signe d'une proie sonnée, totalement vulnérable. Et c'est très souvent au moment où vous redémarrez l'animation que l'attaque survient. Vous avez utilisé le bruit pour attirer l'attention et le silence pour créer l'opportunité. C'est la combinaison des deux qui est dévastatrice. Cette approche change aussi notre façon de lire un post. Au lieu de se dire « ici, je vais lancer en douceur pour ne pas faire de bruit », on peut se dire « ici, c'est très encombré, le poisson a peu de visibilité, je vais utiliser un leurre avec des billes pour qu'il puisse me localiser. » Ou alors « l'eau est très teintée aujourd'hui, la vision est réduite, je dois donc miser sur les vibrations. Un chatterbait sera parfait. » On ne choisit plus seulement en fonction de la profondeur ou de la couleur de l'eau, mais en fonction du paysage sensoriel. On ajoute une nouvelle dimension à notre stratégie. On pêche en 3 dimensions. La vue, bien sûr, mais aussi et surtout la perception des vibrations. On se met à la place du poisson et on se demande qu'est-ce qu'il va ressentir. Bien entendu, il y a des exceptions. Pour la pêche de la truite en petite rivière, ultra méfiante, où l'eau est cristalline, la discrétion et le silence restent la règle numéro 1. Pour des pêches très fines sur des poissons suréduqués en street fishing, une approche silencieuse peut être la seule qui fonctionne. Le but de cette vidéo n'est pas de dire qu'il faut faire du bruit tout le temps et partout. Le but est de briser le dogme selon lequel le bruit est toujours l'ennemi. Il faut comprendre que le bruit, ou plutôt l'émission de vibrations, est un outil dans notre boîte. Un outil puissant, qu'il faut savoir utiliser au bon moment, de la bonne manière. C'est une corde de plus à notre arc, et elle peut faire toute la différence entre une bredouille et une session mémorable. Je me souviens d'une discussion avec un vieux pêcheur qui ne jurait que par le silence. Je lui ai montré un de mes crankbaits avec des grosses billes. Il a secoué la tête en disant « Avec un vacarme pareil, tu fais fuir tout ce qui nage à 100 mètres à la ronde. » Ce jour-là, rien ne mordait. J'ai insisté, j'ai lancé mon leurre bruyant et je l'ai ramené en le faisant taper dans les cailloux du fond. Quelques lancers plus tard, une touche violente et un joli cendre au bout de la ligne. Le vieux pêcheur n'en revenait pas. Il n'a rien dit, mais je l'ai vu regarder son propre leurre, silencieux, avec un air de doute. Ce n'est pas une histoire pour dire que j'avais raison et qu'il avait tort. C'est une histoire pour montrer que même les certitudes les plus ancrées méritent d'être remises en question. La pêche, c'est une perpétuelle adaptation. En résumé, ce n'est donc pas une question d'être bruyant ou silencieux. C'est une question de communication. Chaque lancer, chaque animation, c'est un message que vous envoyez au poisson. Pendant longtemps, beaucoup d'entre nous ont choisi de ne rien dire, de chuchoter, en espérant passer inaperçu. Mais pour un prédateur, celui qui ne dit rien n'existe pas. Il est temps d'apprendre le langage du poisson. Un langage fait de vibrations, de fréquences, de déplacements d'eau. Il est temps de comprendre que votre leurre n'est pas juste un bout de plastique ou de métal, c'est un émetteur. Et c'est à vous de choisir le message qu'il va diffuser. Allez-vous continuer à murmurer ou êtes-vous prêt à crier « Je suis là, viens m'attaquer » La réponse à cette question pourrait bien changer radicalement vos résultats. Voilà, on arrive à la fin de cette réflexion. J'espère que ça a bousculé quelques-unes de vos certitudes. Pour résumer, l'idée n'est pas de transformer vos sorties pêche en concert de rock. L'approche discrète reste essentielle. Mais le point crucial, le véritable retournement de situation, c'est de réaliser que pendant des années, en essayant à tout prix de ne pas déranger le poisson, on s'est peut-être juste rendu complètement invisible et inintéressant à ses yeux. On était le fantôme au milieu du banquet, alors qu'il fallait parfois être le plat principal qui fait du bruit pour se faire remarquer.
Comprendre que la ligne latérale est une cible, que les vibrations sont un langage et que le bruit peut être un allié, ça change tout. Ça change le choix du leurre, l'animation, la lecture du poste. Ça ouvre un champ de possibilités énorme. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, si vous avez appris quelque chose, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, de laisser un commentaire. Et justement, j'ai une question pour vous. Quelle est la plus grande règle de grand-père que vous avez fini par briser à la pêche et qui a payé? Racontez-moi ça dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. À très bientôt au bord de l'eau.